Alors bonjour à tous, je me présente, Sonia Degré, je suis psychologue à l'unité UPSOM. Merci d'être venue aujourd'hui pour la première journée mondiale de l'obésité. Bon, en tout cas, je suis ravie d'en faire partie, et puis de se dire que c'est une journée pour en parler, une journée pour évoquer toutes les difficultés liées à cette pathologie, et puis aussi sensibiliser les futurs professionnels que vous pouvez être plus tard. Voilà, alors moi je suis donc psychologue clinicienne, j'interviens à l'unité UPSON. Effectivement, je voulais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est aussi évaluation et du suivi psychologique. On se questionne beaucoup, mais qu'est-ce qu'on évalue avant l'intervention en chirurgie ? Alors l'intérêt dans une prise en charge de l'obésité, plus personne ne contredira en tout cas une prise en charge globale du patient, puisque ça touche toutes les sphères dont il est atteint. C'est-à-dire qu'il y a l'axe médical, évidemment. Il est atteint de douleurs, de difficultés, l'axe physique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire certaines tâches ou certaines fonctions. L'axe diététique, puisqu'effectivement, ça touche tout ce qui est nutrition. Et puis aussi l'axe psychologique, c'est indéniable, puisque effectivement, ça entraîne aussi des symptômes. Parce qu'effectivement, on se questionne qu'est-ce qu'est une cause et qu'est-ce qu'est une conséquence. En fait, la dimension psychologique, elle est toujours présente dans l'histoire de l'obésité, mais à un moment donné, elle impacte aussi toutes les autres sphères. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est anxieux, parce qu'on a un trouble psychologique, l'anxiété, forcément, ça peut induire des comportements sur l'alimentation. Ça abaisse l'anxiété, c'est une source de plaisir quand même, qui va générer une prise de poids et de l'obésité, donc qui peut aussi majorer les intacs somatiques, etc. Une pression sociale ou de l'entourage qui va effectivement ensuite se faire, par exemple, une dévalorisation, des difficultés sur l'estime de soi, etc., etc. Alors voilà, à un moment donné, ça ne fait que interagir sur toutes les sphères du patient. Donc c'est là, mais où est la cause, où est les conséquences ? Je crois que c'est important de se questionner, en tout cas sur ça pour le patient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va travailler. Alors il n'y a pas de profil type d'un patient atteint et souffrant d'obésité. Néanmoins, il y a quand même quelques traits communs qu'on peut retrouver, et ça c'est important de le savoir. Il y a souvent des antécédents de traumatisme. Alors dans le traumatisme, on peut entendre des multiples pertes douloureuses, difficiles, des atteintes corporelles, de la maltraitance, des violences, des viols, des attouchements. Voilà, c'est quand même quelque chose, c'est sur le corps. Donc ça, on le retrouve quand même assez de manière régulière. Il y a des troubles au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on est soit dans une hypersensibilité, très souvent, où le patient a du mal à gérer ses émotions, ou à l'inverse, on est sur des troubles de type alexithymie. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quand on a du mal à identifier et à verbaliser ses émotions. Voilà. Et ça, on le retrouve souvent sur tout ce qui est troubles somatiques, justement, psychosomatiques, tout ce qui est pathologie psychosomatique. On a une estime de soi qui est faible. Alors, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence aussi, parce que plus on prend du poids, plus il y a le regard de l'autre qui importe, etc. Donc, c'est toute la difficulté. On est aussi sous des profils de personnes qui sont quand même assez anxieuses. Et ça, justement, les conduites alimentaires viennent abaisser l'anxiété à ce moment-là. Voilà. Il y a aussi une qualité de vie qui s'en trouve altérée. On retrouve souvent des personnes en difficulté professionnelle, financière, dans la solitude, des difficultés affectives. Voilà. De fait, une grande souffrance psychologique quand on est atteint d'obésité aussi. Une vie sexuelle et un retentissement dans le couple, ça c'est très important. En général, ils en parlent de manière assez récurrente. Forcément, quand on a une image de soi, une estime de soi dévalorisée, parfois une image corporelle altérée aussi, forcément on a des difficultés au niveau sexuel. On a des difficultés à se mettre à nu devant son conjoint, etc. Ça crée des frustrations dans le couple, des conflits. Voilà, il y a un retentissement quand même assez important dans la vie affective.
Il y a également la discrimination sociale et professionnelle, hein, vous savez tous, c'est pas tabou malheureusement. Et puis il y a l'humeur dépressive qui se retrouve sur quasiment tous les patients obèses, ou en tout cas une grande majorité. Donc une humeur triste, alors on le verra avec des états différents selon, néanmoins c'est quelque chose d'assez commun. Voilà, alors dans tout ça, qu'est-ce qu'est la cause, qu'est-ce que la conséquence? C'est difficile. En tout cas, c'est tout le travail avec le patient auquel j'ai affaire, c'est-à-dire que voilà, qu'il lui repère et identifie ses propres difficultés, qu'il fasse les liens pour mieux les pallier. Donc la prise en charge psychologique est une indication dans le traitement de l'obésité, hein, ça c'est sûr, mais quel est le rôle du psychologue? Il a un rôle d'évaluation, parce que vous savez que, vous savez pas, en tout cas je vous en informe, c'est une demande de l'HAS, il y a une évaluation psychologique préopératoire, ça c'est une obligation justement. Donc on évalue quoi? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais on évalue la structure psychique du patient pour savoir si ça ne le fragiliserait pas. S'il ne va pas décompenser. On évalue sa motivation, ses capacités, etc., à changer aussi ses comportements. Et puis, on a un rôle aussi de prévention et d'information. Est-ce que le patient a bien saisi ce qu'était une chirurgie, une intervention? Quelles sont les conséquences dans sa vie familiale, sociale, professionnelle, etc. Et puis d'information s'il a mal saisi, effectivement. On a un rôle de soin, parce que j'allais dire, même si je le vois par exemple qu'une première fois dans un entretien d'évaluation, déjà c'est du soin. Un entretien en soi peut être du soin. Ça permet au patient de parler de soi, de verbaliser son ressenti, son vécu sur l'histoire de l'obésité, ses difficultés, ses angoisses, ses appréhensions, de pouvoir faire des liens aussi, parce que, comme l'a dit aussi nos collègues, il y a toute une histoire en amont. Donc, s'il en est arrivé là, en tout cas, c'est pas anodin. À l'amener, en tout cas, à pouvoir faire des liens sur sa vie aussi. Et puis, un travail d'orientation si besoin. C'est-à-dire, si c'est vers un psychiatre, sur des associations, sur des choses qui peuvent l'aider dans l'accompagnement et sa prise en charge. Alors, l'évaluation psychologique préopératoire, c'est dans quel but? Qu'est-ce qu'on évalue? Alors, comme je vous ai dit, ça c'est une demande de l'HAS, donc c'est une obligation. On est obligé d'évaluer psychologiquement le patient. Donc, moi, en tout cas, mon rôle, c'est d'identifier les contre-indications psychiatriques. Je vais vous les développer un peu après. Mais c'est tout ce qui est des troubles psychotiques, par exemple, des troubles mentaux sévères. Évaluer la motivation du patient, où il en est, quel sens ça a, quelle est sa demande, est-ce que c'est bien de lui que ça émane, est-ce que c'est pas de l'entourage, etc. Sa capacité également à changer ses comportements, parce que comme on l'a dit, effectivement, une chirurgie, c'est une solution, mais après, il y a tout le reste ensuite. Donc, est-ce qu'il est en capacité de mettre en œuvre ces changements? Ça, c'est important. Et puis aussi à participer à un programme de suivi post-opératoire. Parce qu'effectivement, les difficultés, on le verra après, mais c'est souvent sur le long terme, c'est chronique. Ma collègue vous l'a signifié, c'est une pathologie chronique. Donc il faut l'aider à changer ses comportements et puis à être accompagné là-dedans. Parce que souvent, on est très content de perdre du poids, mais et après? Qu'est-ce qu'on met en œuvre après? Donc ça, il faut aider le patient à cheminer avec ça. J'évalue également tout simplement les connaissances et les ressources intellectuelles pour voir s'il n'y a pas de troubles cognitifs. Ça voudrait dire que, autrement, on n'a pas le consentement éclairé du patient. Ça, c'est essentiel. Et puis, évaluer aussi les déterminants et les conséquences psychologiques de l'obésité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les causes, de déterminer avec lui pour qu'il puisse les travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il en est là? Alors ça peut être multiple dans toute l'histoire du patient. Ça peut être des fois des injonctions parentales, des difficultés, des traumatismes comme je vous ai dit. Voilà. Et ça, il faut quand même pouvoir les travailler pour pouvoir les dépasser. Et les conséquences sur l'estime de soi, sur l'humeur, etc. J'évalue aussi la qualité de vie.
en général du patient, c'est-à-dire dans le contexte professionnel, dans le contexte social. Est-ce qu'il y a trop de repli? Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il a des ressources extérieures? Voilà, un peu tout ça. Et puis justement, c'est ce qui va m'aider à déterminer tout ce qui est facteurs de stress psychosociaux et puis la présence de facteurs de protection et d'étayage. Ça, c'est essentiel parce que c'est sur ça que moi, je peux travailler avec le patient. C'est-à-dire que les facteurs de stress psychosociaux, c'est tous les facteurs qui peuvent être anxiogènes pour un patient et qui peuvent le remettre à des conduites qui le remettraient dans un état d'obésité. Et puis les facteurs de protection et d'étayage, c'est les ressources. C'est ce que le patient investit, c'est ce qui l'aide. Donc, et ça, c'est pareil, je vais l'utiliser pour qu'il s'en appuie, que ça soit une ressource dans tout son accompagnement. Voilà, ça c'est les deux choses essentielles sur lesquelles il faut déterminer avec le patient pour pouvoir aider soit à dépasser ou en tout cas et le reste pour l'aider à l'accompagner et à cheminer. Et puis proposer une prise en charge adaptée si besoin et orientée. Donc les fameuses contre-indications, parce que c'est ce qui parfois aussi relève d'une non-possibilité à une intervention chirurgicale. C'est les troubles cognitifs dont je vous ai dit. Ça, il faut le repérer et l'évaluer parce que ça voudrait dire que le patient n'est pas en capacité, en tout cas, de pouvoir poursuivre tout ça, l'accompagnement. Des troubles mentaux sévères. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles mentaux? C'est tout simplement ce qui a été décrit par le DSM-5. C'est une classification américaine, médicale, sur toute la symptomatologie. Donc là, on pense à des troubles mentaux sévères, c'est-à-dire psychotiques. Tout ce qui est PMD, psychose maniaco-dépressive, la paranoïa ou la schizophrénie. Ça, effectivement, ça, c'est des contre-indications chirurgicales. Ça, c'est important parce que ça veut dire des risques de décompensation, des délires, voilà, des hallucinations, etc. Donc ça fait partie des contre-indications. Des troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire. Pas forcément, puisque s'il y a chirurgie, après vous imaginez les conséquences, si le patient a des crises de boulimie, etc., ça pourrait être dangereux pour lui. Une incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical prolongé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être accompagné et ce dans le temps pour une prise en charge. Or, il y a des patients qu'on peut voir de manière avec des décisions impulsives ou dans l'incapacité de suivre un protocole, etc. Et là, ça risquerait de les mettre en échec. Et puis, une dépendance à l'alcool ou à d'autres substances psychoactives. Forcément, ça serait aussi dangereux après une chirurgie. Alors, en tout cas, ce qui me semble important de dénoncer aujourd'hui et dénoncer aux patients surtout, parce que vous imaginez bien qu'il attend le oui ou le non de cette évaluation avec impatience, c'est que ces contre-indications, en tout cas, elles sont temporaires. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est un être humain en mouvement, en permanence. On change, on évolue, heureusement encore. Et voilà. Et le patient, il peut prendre conscience de ses difficultés, il peut faire des liens, il peut changer, il peut évoluer, il peut changer ses comportements alimentaires, etc. Donc, ce qui n'est pas valable à un moment donné peut être valable dans un second temps. Et ça me semble essentiel de pouvoir l'avoir en tête parce que rien n'est figé dans le temps, pour tout à chacun. Et puis, l'indication de la chirurgie, elle peut être réévaluée. Et ça, c'est la grande chance qu'on a à UPSOM et dans notre parcours de soins. C'est qu'effectivement, on a la chance d'avoir une prise en charge de suite au Pic Saint-Loup, comme on l'a signifié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on propose quelque chose. Voilà, d'ici 1 mois, 3 mois, on réévalue avec le patient où il en est. Et ça, c'est super, parce qu'on a vu des patients, grâce à ça, cheminer. La notion, la dynamique de groupe, de se revaloriser, de se renarcissiser par des activités sportives, etc. Et vraiment, le patient a énormément cheminé en peu de temps, finalement. Donc ça aussi, on a cette chance-là et ça permet de réévaluer le patient et de se dire, où le feu orange de tout à l'heure, peut-être maintenant c'est feu vert et voilà, c'est super.
Alors la réponse du psychologue, souvent on l'attend avec impatience, on nous met une pression, voilà. Mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas des données objectives, contrairement à des données médicales justement. C'est pas des données visibles. On est dans des sciences humaines, hein, comme je vous ai dit. Hein, aussi, un patient, ça chemine et ça bouge. Encore heureux. Donc c'est pas si simple. En tout cas, nous, en tant que psychologue, on a toujours une place un peu à part par rapport au corps médical justement. On se préoccupe surtout de la subjectivité du patient, c'est-à-dire quel sens ça revêt, cette demande pour lui, quel sens ça a, cette chirurgie, pourquoi il l'attend, qu'est-ce que ça va impacter sur son fonctionnement psychique, sur sa dynamique psychique, et c'est ça qui est important pour moi en tout cas. Et la réponse finale n'est pas une réponse oui-non du psychologue, mais une réponse oui-non, en tout cas de toute une équipe, c'est-à-dire de prendre en considération justement toutes ces sphères, physiques, somatiques, subjectives, objectives, et c'est notre mise en commun, en tout cas, qui nous permet à un moment donné de dire allez, il va pouvoir bénéficier, en tout cas, de cette intervention. Alors, UPSOM, c'est tout un parcours de soins. Et puis, du coup, j'avais envie de mettre l'accent aussi sur cette notion de temps. Quand je vous parlais de changement, d'évolution et puis de mise en mouvement, parce qu'on utilise beaucoup ça, hein, en tout cas les prises en charge kiné, etc. Voilà, moi, je suis dans une dynamique psychique, une mise en mouvement à un moment donné psychique. C'est-à-dire que le patient, il est en souffrance, il est atteint d'obésité, il est en souffrance et il y a quelque chose qui est figé dans sa vie. Il y a une plainte somatique qu'il faut entendre et qu'il faut remettre en mouvement. Alors, non pas seulement que par le corps, mais aussi par le psychisme. Et ce temps-là, on a un premier temps, qui est le temps d'évaluation, qui nous permet d'évaluer en tout cas le réaménagement psychique du patient, de savoir où il en est. Alors, ce premier temps est scindé, moi j'allais dire, en plusieurs temps. Il y a déjà la consultation avec le chirurgien. Il y a la journée de consultation qu'on vous a présentée tout à l'heure, et notamment moi où il y a mon entretien d'évaluation. Il y a les 3 jours d'hospitalisation où il y a tous les ateliers, dont un où je mène sur l'atelier estime de soi. Puis il y a la RCP, la consultation d'annonce. Ces différents moments, déjà, le patient il évolue. Moi, je le vois en entretien d'évaluation, et puis je le revois au moment de l'atelier, et déjà, il est dans une autre dynamique. Alors, grâce au groupe, grâce aux dynamiques de groupe, grâce au support identificatoire, en tout cas, il y a déjà quelque chose qui a bougé. Ça permet de réévaluer le patient déjà différemment. Et ça, c'est important pour nous et pour le patient. Et puis, il y a un deuxième temps. Il y a peut-être l'intervention chirurgicale, mais il y a tout l'accompagnement après. Et ça me semble essentiel, effectivement. Parce que souvent, c'est la finalité de la demande du patient, mais en fait, il y a quand même après toute une prise en charge et qui est essentielle. L'accompagnement psychologique du patient dans ses aménagements psychiques et physiques. C'est-à-dire que moi, je le revois tous les 3 mois après une intervention, pendant 1 an, et puis après tous les 6 mois. Voilà, ça permet de l'accompagner au mieux, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, il y a le risque de suicide est 4 fois plus élevé par rapport à la population normale après une chirurgie bariatrique. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on attend tellement de cette chirurgie que parfois le patient il peut être déçu. Oui, il y a une perte de poids, mais finalement, est-ce que ça a joué sur l'estime de soi? Est-ce que ça a joué sur les relations sociales? Est-ce que ça a joué sur les relations affectives, sexuelles? Peut-être pas. Voilà. Et c'est peut-être tout ça qu'il faut travailler, en fait. Parce qu'il n'y a pas que le poids qui compte et le corps qui change. Voilà. Il y a la réalité, ce qu'on attendait, et puis ce qu'il en est aujourd'hui. Et à chaque mois, on réévalue ça un petit peu avec lui. Tous les 3 mois, tous les 6 mois pour moi. Voilà. Donc, en fait, le second temps me semble quand même un temps essentiel pour identifier les difficultés du patient et les aider à les surmonter. Voilà, pour moi, en tout cas, vient le temps de conclure avec vous. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, l'évaluation psychologique n'est qu'un temps dans le traitement de l'obésité. Il y a aussi tout le suivi qui me semble essentiel, et ça, il faut qu'aussi le patient en soit conscient. Et puis, il y a UPSOM, c'est un parcours de soins, comme je vous ai démontré, en tout cas ponctué de divers moments et de divers temps, qui permet pour moi, en tout cas, de mieux prendre en charge le patient.
pour accompagner au moins tous ensemble, parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire, le patient à cheminer et puis à être ce qu'il désire. Voilà, merci.